Aujourd'hui, je vais vous parler du droit de la famille. Je vais vous expliquer ce qu'il comprend et comment il fonctionne. Cette présentation est offerte grâce à la Fondation du droit en Ontario. Pour suivre un ordre logique, nous allons parler tout d'abord des droits et obligations dans une relation. Ensuite, nous allons parler des droits au moment de la séparation et enfin, nous allons parler des droits après la séparation. Les droits et obligations dans une relation. Il faut savoir qu'au sein d'une relation, les deux conjoints ont des droits et des obligations. Concernant les besoins du conjoint, chaque conjoint est tenu de subvenir à ses propres besoins, mais aussi aux besoins de son conjoint dans la mesure de ses capacités et ses besoins. Concernant les enfants, chaque conjoint doit contribuer équitablement à élever les enfants. Subvenir aux besoins du conjoint et des enfants est une obligation prévue par l'article 215 du Code criminel du Canada. Le foyer conjugal. Le foyer conjugal est la résidence principale de la famille. Le foyer conjugal appartient aux deux conjoints de façon égale. Ainsi, peu importe qui détient le titre de propriété ou peu importe qui l'a acheté, chaque conjoint détient une part égale sur le foyer conjugal. Chaque conjoint a le droit d'y habiter, mais chaque conjoint a également l'obligation de subvenir aux tâches et aux dépenses de la maison au prorata de son salaire. Chaque conjoint a le même droit de vivre dans le logement. Finances. Chaque conjoint a le droit de gérer ses propres finances et a le droit à son propre compte bancaire. La relation conjugale n'oblige pas à donner son argent à son conjoint. En ce qui concerne les dettes, il existe deux types, les dettes conjointes ainsi que les dettes individuelles. Les dettes conjointes sont les dettes pour lesquelles les deux conjoints ont signé ensemble ou qu'un conjoint a signé comme garant. Quant à elles, les dettes individuelles sont les dettes pour lesquelles le conjoint n'a pas co-signé et la loi traite les contrats financiers comme indépendants du mariage. Parlons maintenant des actes et contrats. Les contrats domestiques. Les conjoints peuvent également conclure des contrats domestiques. Le contrat familial ou l'entente de cohabitation sont deux exemples de ces contrats. L'entente de cohabitation est une entente légale conclue avant l'emménagement de deux conjoints non mariés. Le contrat familial, quant à lui, est un contrat conclu avant le mariage. Les conjoints peuvent inclure différentes clauses dans leur entente. Par exemple, ils peuvent inclure le partage des biens acquis avant le mariage ou encore établir la pension alimentaire versée par la succession de votre conjoint après son décès. Cependant, certaines clauses ne doivent pas être incluses dans l'entente. Par exemple, les promesses par rapport aux droits de garde ou de visite des enfants, car les questions de garde et de visite sont des décisions à prendre seulement à la fin d'une relation. L'entente ne peut également pas aller à l'encontre de la loi. Par exemple, écarter le droit d'un conjoint de vivre dans le foyer conjugal. Pour qu'une entente soit valide, elle doit être signée par chacun des conjoints devant un témoin. Le témoin signe également l'accord. Les modifications apportées à l'entente doivent être écrites et signées par les deux conjoints devant un témoin qui signe également l'entente modifiée. Testament et procuration. Chaque conjoint a droit à son propre testament et à ses propres procurations. Par ailleurs, le conjoint n'a pas l'obligation de nommer l'autre conjoint comme bénéficiaire de son testament ou encore procureur de la procuration. Cependant, même si le conjoint n'est pas bénéficiaire du testament, il peut bénéficier des biens détenus conjointement. Les testaments et les procurations sont deux documents juridiques. Ils traitent de la gestion des biens d'une personne selon sa volonté. Cependant, ce sont deux documents différents et distincts. La plus grande différence est que le testament est utilisé uniquement lors de votre décès, tandis que la procuration est utilisée seulement de votre vivant. Une personne peut donc avoir à la fois un testament et une procuration, car ils sont valides à des moments différents. Procuration. Puisque la procuration s'applique aux décisions prises lors de votre vivant, celle-ci peut être rédigée à n'importe quel moment et par n'importe qui, à condition qu'ils aient l'âge minimum requis et la capacité mentale de le faire. L'importance de la procuration est qu'elle vous permet de protéger vos biens et vos intérêts dans la mesure où vous devenez incapable de prendre vos décisions en raison d'une absence prolongée ou d'une incapacité mentale. Au moment de la séparation,
Au moment de la séparation, il est préférable de prendre des décisions rapidement pour assurer son bien-être ou sa sécurité. Mais est-ce que ces décisions peuvent affecter nos droits par la suite? Le foyer conjugal. Est-il possible de quitter le foyer conjugal ou de demander à son conjoint de le quitter? Il est possible de quitter le foyer conjugal. Votre sécurité est la priorité et il faut faire ce qui est nécessaire pour l'assurer. Il est aussi possible de faire la demande pour que votre conjoint quitte le foyer conjugal. Si vous êtes marié, vous pouvez demander au tribunal de vous accorder le droit de vivre dans votre maison et lui demander d'ordonner le départ de votre conjoint. Vous avez le droit de rester dans la maison, même si elle est au nom de votre conjoint. Vous serez bien avisé de consulter un avocat si vous demandez une ordonnance de possession exclusive de la maison familiale. Si vous n'êtes pas marié, vous pouvez aussi demander au tribunal de rester dans le logement que vous partagez quand vous vivez ensemble, dans le cadre de l'ordonnance alimentaire vous concernant ou concernant votre enfant. Le juge peut l'ordonner même si vous n'êtes pas propriétaire du logement et si votre nom ne figure pas dans le bail. Mais avant qu'un juge n'ordonne à votre conjoint de quitter la maison, il considérera si la relation a été marquée par la violence, s'il y a un autre endroit acceptable où vous pourrez vivre, et s'il est dans l'intérêt véritable des enfants de rester dans la maison et quelle est votre situation financière. Si le juge accepte de rendre une ordonnance de possession exclusive, votre conjoint doit déménager et rester à l'écart de la maison. S'il tente d'y revenir, vous pouvez appeler la police et il peut être arrêté. Les ordonnances restrictives et les ordonnances de possession exclusive ne seront peut-être pas suffisantes pour empêcher une personne violente de vous nuire. Votre conjoint viole déjà la loi en étant violent à votre égard et vos enfants et en vous harcelant. Et il pourrait être disposé à violer d'autres lois en vous nuisant de nouveau. Si vous êtes une femme dans cette situation, un refuge pour femmes situé dans votre collectivité pourrait être l'endroit le plus sûr où vous pourriez vous rendre pendant quelque temps, vous et vos enfants. Pour les conjoints de fait, la personne dont le nom figure sur le titre de la propriété est le propriétaire de la maison. L'autre personne peut y habiter, mais la maison ne lui appartient pas. Au moment de la séparation, seule la personne dont le nom figure sur le titre de la maison est propriétaire et possesseur. Si vous êtes marié, il est possible de retourner au foyer conjugal après l'avoir quitté. En effet, le foyer conjugal vous appartient toujours et vous avez le droit d'y rester. Cependant, il est important de prendre en compte les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité. De plus, s'il y a une ordonnance restrictive en place, il est important de s'assurer de respecter les conditions. En quittant le foyer conjugal, est-ce qu'on renonce à sa partie du foyer? Si les conjoints sont mariés, jusqu'au moment où le divorce est prononcé, vous détenez la moitié de la valeur de la maison et ce, peu importe si vous quittez la maison durant la séparation. Si les conjoints sont de fait, si la maison vous appartient, vous ne perdez pas votre intérêt dans celle-ci. Par contre, si votre conjoint est le seul propriétaire de la maison, celle-ci lui appartient et vous n'aurez pas d'intérêt dans celui-ci. Les biens. Les biens laissés dans le foyer conjugal sont-ils présumés abandonnés? Une personne peut se débarrasser de choses qui ont été abandonnées chez elle. Avant de se débarrasser de vos choses, votre conjoint devra premièrement confirmer qu'elles ont été réellement abandonnées. Il devra, entre autres, vous donner un préavis qu'il prévoit se débarrasser de vos choses. Vous donner l'occasion de faire des arrangements pour aller chercher vos choses et vous faciliter la tâche d'aller chercher les biens. S'il se débarrasse de vos choses avant d'avoir fait ceci, il pourrait être obligé de les remplacer ou pourrait aussi faire face à des accusations criminelles de vol ou de méfaits s'il détruit ou donne un bien qui ne lui appartient pas. Est-il possible de retourner chercher les biens? La loi sur le droit de la famille de l'Ontario permet à un juge d'émettre des ordonnances par rapport au foyer conjugal et à ses contenus, y compris le pouvoir d'ordonner la conservation des biens ou de les livrer au conjoint qui a déménagé. Si votre conjoint se débarrasse de vos choses, un tribunal pourrait interpréter ceci comme étant un effort de déjouer la cour et de prendre les choses en main. Ceci pourrait lui causer des problèmes. Si les conjoints sont mariés, les biens pourraient aussi tomber dans l'égalisation des biens. Donc, si votre conjoint s'en débarrasse, ceci pourrait affecter le calcul ainsi que le montant qui vous revient après la séparation. Les finances. Comment accéder à l'argent si les comptes bancaires sont tous au nom de votre conjoint? Si les comptes bancaires sont au nom d'un seul conjoint,
Il se pourrait que l'autre ne puisse pas y avoir accès au moment de la séparation. Il existe pourtant des services d'aide financière qui pourraient aider, tels Ontario au travail. Peut-on ouvrir un compte bancaire à notre nom avant d'être divorcé? Tout conjoint peut ouvrir un compte bancaire en son nom en tout temps. Quand viendra le temps d'effectuer la division des biens ou l'égalisation des biens, les conjoints doivent divulguer tout ce qu'ils possèdent. On comptera dans l'égalisation des biens tout ce qui a été acquis entre la date du mariage et la date de séparation, que ce soit les biens ou l'argent. Garde des enfants. Quel parent a le droit à la garde des enfants au moment de la séparation s'il n'y a pas encore d'entente ou d'ordonnance du juge à cet effet? Les deux parents ont un droit égal à la garde des enfants jusqu'au moment où un tribunal a émis une ordonnance ou qu'une entente est signée entre les conjoints. Est-ce qu'il est possible de déménager avec les enfants? Si vous quittez votre partenaire et que vous emmenez les enfants, votre partenaire pourrait dire que vous n'avez pas tenu compte de son droit de garde. Il ou elle pourrait même vous accuser d'enlèvement d'enfants. Vous devriez donc consulter un avocat avant de quitter votre partenaire. Cette personne peut vous aider à faire des plans de parentage avec votre partenaire avant votre départ si la situation le permet. Il peut s'agir de plans à court terme qui précisent où les enfants résideront et quand ils verront chaque parent. Si aucun plan n'est établi avec votre partenaire avant votre départ et que vous emmenez les enfants, votre avocat ou vous pouvez écrire une lettre à que vous n'avez pas tenu compte de son droit de garde. Si vous ne craignez pas au bien-être de vos enfants lorsqu'ils sont avec votre partenaire, vous pouvez lui permettre rapidement de passer du temps avec les enfants. Cela permettra de démontrer que vous n'essayez pas d'éloigner votre partenaire de ses enfants. Si vous ne partez pas avec les enfants, votre partenaire pourrait prétendre que vous acceptez que les enfants vivent avec lui et que vous lui donnez la garde. Vous devez laisser une note qui indique que vous ne voulez pas que votre partenaire ait la garde des enfants. Veuillez conserver une copie de cette note. Il est important de conserver un lien étroit avec les enfants, même s'il habite avec votre partenaire si vous voulez obtenir la garde de vos enfants ou un droit de visite plus tard. Un juge doit tenir compte de l'intérêt véritable des enfants lorsqu'il décide qui devrait en avoir la garde. Informez le juge que votre conjoint a été violent. Lorsqu'il examine les droits de garde et de visite, le juge doit prendre en considération le fait qu'une personne a été ou non violente ou abusive envers son conjoint ou ses enfants. Cependant, il importe pour vous de voir un avocat tout de suite et de régler rapidement les questions de garde. Si vos enfants vivent depuis quelque temps avec votre conjoint et sans vous, un juge ne voudra peut-être pas modifier leur situation actuelle. Pour se protéger après une séparation, une personne peut recourir à des maisons d'hébergement ou contacter la police ou encore obtenir une ordonnance restrictive. Une ordonnance restrictive est une ordonnance judiciaire qui interdit à une personne de faire certaines choses selon ce que la cour de la famille juge approprié dans la situation, notamment de se rendre à certains endroits ou d'entrer en contact ou de communiquer avec certaines personnes. Voici des exemples de restrictions. Par exemple, votre partenaire ne peut se trouver à moins de 500 mètres de vous et de vos enfants, ou encore votre partenaire ne peut se trouver à moins de 750 mètres de votre domicile ou de votre lieu de travail, ou encore votre partenaire peut uniquement communiquer ou entrer en contact avec vous et vos enfants par l'intermédiaire d'un organisme ou d'une autre personne. Après la séparation. Les grandes étapes du processus judiciaire. La première étape, le requérant prépare la requête, c'est l'acte qui commence l'instance. La deuxième étape, l'intimé répond à la requête. L'intimé pourra accepter le contenu de la requête en tout ou en partie et il pourra le modifier ou le rejeter. Troisième étape, participation au programme d'information obligatoire. Il s'agit d'une séance d'information obligatoire au sujet du droit de la famille, du processus judiciaire et des solutions de rechange aux tribunaux. Exemple, médiation. Il faut obtenir le certificat d'achèvement avant de passer à la prochaine étape. Quatrième étape, première comparution devant le tribunal. Durant la comparution administrative, le greffier s'assure que vous avez tous vos documents, qu'ils sont complets et bien signifiés.
S'il y a des erreurs, le greffier va vous aider à organiser votre dossier. 5e étape, conférence relative à la cause. Lors de cette étape, vous rencontrez un juge pour discuter des questions en litige et essayer de vous entendre là-dessus. 6e étape, conférence de règlement à l'amiable. Il s'agit d'une autre occasion de tenter de régler les questions avant le procès. 7e étape, conférence de gestion du procès. C'est l'occasion de s'assurer que vous êtes prêt pour le procès et de tenter une dernière fois de régler des questions. 8e étape, le procès. Lors du procès, une comparution devant un juge a lieu et le juge décidera des questions en litige et émettra une ordonnance. La division des biens. En règle générale, les biens acquis à partir du mariage jusqu'à la date de séparation sont sujets à la division des biens, sauf les biens exclus. Le mariage est une union économique égale et la loi veut que les deux conjoints en sortent à pied égal. Les biens qui doivent être partagés sont la maison familiale, les voitures, les propriétés telles les chalets ou les immeubles de location, les meubles et autres objets dans la maison, les comptes bancaires tenus conjointement, les placements REER, les fonds de pension et les animaux de compagnie. Les biens exclus ou les biens non partagés sont les biens que vous possédez avant le mariage, les cadeaux et dons que vous avez reçus durant le mariage, ainsi que les biens hérités avant et pendant le mariage. La division des pensions de retraite. Les prestations de retraite peuvent être divisées. La loi sur le partage des prestations de retraite prévoit la répartition des prestations que vous avez accumulées dans le cadre du régime de retraite de la fonction publique en cas de rupture de votre mariage ou de votre union de fait. La loi sur les régimes de retraite parle de l'évaluation de la valeur de la pension en droit de la famille à des fins de séparation. Les pensions de retraite peuvent être divisées car une pension est considérée comme étant un bien au sens de la loi sur le droit de la famille de l'Ontario. On peut ordonner la division de deux façons. Le paiement d'une somme forfaitaire ou encore en partage des paiements de la pension. Qui a droit à la division des prestations de retraite? Votre époux ou votre conjoint de fait ou vous-même pouvez en faire la demande après avoir été séparés pendant au moins une année. Toutefois, si la demande repose sur une ordonnance du tribunal dans une procédure de divorce, d'annulation de mariage ou de séparation, le délai de séparation d'une année ne s'applique plus. Dans le cas d'une union de fait, une demande ne peut être présentée que si la relation a duré au moins une année. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez avoir une ordonnance du tribunal ou un accord écrit, signé par votre conjoint et vous-même, prévoyant le partage de vos prestations de retraite. Est-ce que la division des pensions affecte les prestations que l'on reçoit? Lorsque vous recevez une pension de retraite, elle sera réduite immédiatement dès le partage effectué. Prestations de survivant. Si au moment de votre décès vous étiez divorcé, votre ex-conjoint n'aura pas droit à la prestation de survivant. Si au moment de votre décès vous étiez séparé de votre conjoint de fait, le droit de ce conjoint à la prestation de survivant prend fin au moment de la séparation. Il n'aura donc pas droit à la prestation de survivant. Si au moment de votre décès vous étiez séparé de votre époux légal mais non divorcé, votre époux aura droit à la prestation de survivant. Toutefois, si vous étiez séparé de votre époux légal et que votre ex-conjoint de fait avait fait une demande pour un partage des prestations de retraite, votre époux légal aura seulement droit à une prestation de survivant à l'égard de la portion non visée par le partage. Pension alimentaire pour conjoint. Une pension alimentaire pour conjoint est une somme d'argent qu'un conjoint paye à l'autre après la séparation ou le divorce. On utilise parfois aussi l'expression aliment. La pension alimentaire pour conjoint est habituellement payée sur une base mensuelle, mais elle peut aussi être versée en tant que montant forfaitaire. Un conjoint pourrait devoir payer une pension alimentaire pour conjoint si cela permettrait d'atteindre au moins l'un des objectifs principaux de la pension alimentaire pour conjoint prévu par la loi sur le divorce. Dédommager le conjoint ayant sacrifié sa capacité de gagner un revenu pendant la durée du mariage, dédommager un conjoint pour le soin continu des enfants en sus de toute obligation alimentaire pour enfants,
et aider un conjoint qui a des besoins financiers découlant de l'échec du mariage. Cependant, le conjoint qui reçoit une pension alimentaire a l'obligation de devenir financièrement indépendant dans la mesure du possible. Comment la pension alimentaire pour conjoint est-elle calculée? Le calcul de la pension alimentaire pour conjoint est l'un des domaines les plus complexes du droit de la famille. De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour établir un montant juste et approprié dans chaque cas. La plupart des tribunaux canadiens et des professionnels du droit de la famille utilisent les lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour conjoint pour calculer la pension alimentaire pour conjoint. Contrairement aux lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, les lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour conjoint n'ont pas force de loi. Elles aident à calculer les montants appropriés de pension alimentaire pour conjoint, que ce soit pour les ordonnances du tribunal ou pour les règlements ou encore les ententes hors cours. La durée de la pension alimentaire sera basée sur les faits en cause, comme la durée de la période pendant laquelle les époux ont vécu ensemble ou leur âge au moment de la séparation. Dans certains cas, la pension alimentaire pour conjoint peut être payée seulement pour un temps limité. Dans d'autres cas, elle peut continuer à être payée à moins qu'il y ait un changement de circonstances et que le tribunal rende une nouvelle ordonnance ou encore que l'entente soit mise à jour pour tenir compte du changement. Pension alimentaire pour enfants. Les parents qui vivent séparément établissent parfois un plan en vue de régler différentes questions telles que l'endroit où vivra leur enfant. Habituellement, le parent avec lequel vit principalement l'enfant acquitte la majorité des dépenses nécessaires pour élever l'enfant. L'autre parent doit en général aider à payer ses dépenses en versant de l'argent au parent avec lequel l'enfant vit. Ces versements sont appelés aliments pour enfants ou paiement de pension alimentaire pour enfants. Tous les parents sont légalement tenus de soutenir financièrement leur enfant à charge. Le parent peut être un parent biologique, aussi appelé parent de naissance. Il peut être un parent non biologique ou un parent adoptif. Il peut aussi être un beau-parent ou une personne qui a une relation parentale avec l'enfant. Le parent qui verse des aliments pour enfants est appelé parent payeur. Les parents doivent verser des aliments à leurs enfants, même dans les conditions suivantes. Même s'ils n'habitent pas avec les enfants, même s'ils ne voient pas les enfants, même s'ils ne sont pas mariés à l'autre parent, même s'ils n'ont pas habité avec l'autre parent, même s'ils n'ont pas eu de relation continue avec l'autre parent, même s'ils ont d'autres enfants issus d'une relation précédente ou d'une nouvelle relation. Dans la plupart des cas, le montant des aliments pour enfants est fondé sur les lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Ces lignes directrices prévoient que de façon générale, les aliments pour enfants sont constitués de deux montants suivants. Un montant mensuel de base appelé montant prévu dans la table et un montant se rapportant à d'autres dépenses appelées dépenses spéciales ou extraordinaires. Combien de temps le paiement d'aliments pour enfants se poursuit-il? Les aliments pour enfants doivent être versés aussi longtemps que l'enfant demeure une personne à charge. Habituellement, un enfant est à charge jusqu'à ses 18 ans. Mais il existe des situations où l'enfant demeure à charge après avoir atteint cet âge. Un enfant n'est pas à charge si, selon le cas, l'enfant s'est marié ou l'enfant a au moins 16 ans et choisit de quitter le foyer familial. Un enfant qui a 18 ans ou plus peut être également considéré comme une personne à charge s'il ne peut subvenir à ses propres besoins parce que, selon le cas, il est atteint d'une maladie ou d'une invalidité, ou encore il fréquente à plein temps un établissement scolaire. Cette obligation se poursuit habituellement jusqu'à ce que l'enfant atteigne ses 22 ans ou obtienne un grade ou un diplôme d'études postsecondaires. Mais un juge peut ordonner que le versement d'aliments se poursuive plus longtemps encore. Garde des enfants. Que signifie avoir garde des enfants? Avoir la garde des enfants, c'est avoir le droit et l'obligation de prendre les décisions importantes en ce qui concerne ces enfants, notamment sur leur entretien, religion, éducation et bien-être. Qui peut demander le droit de garde? Le père, la mère ou toute autre personne, comme une tante, un oncle, les grands-parents, un beau-père, une belle-mère, peut demander au tribunal de rendre une décision sur le droit de garde et le droit de visite des enfants.
Est-ce que plus d'une personne peut avoir la garde d'un enfant? Oui, la garde d'un enfant peut être accordée à une ou à plusieurs personnes. Quels sont les types de garde? On parle généralement des 5 types de garde suivants. Tout d'abord, la garde exclusive. Les enfants demeurent principalement avec un parent et ce parent a l'autorité de prendre les grandes décisions à l'égard des enfants, telles que les décisions liées à l'éducation, à la religion et aux soins médicaux. Deuxièmement, la garde conjointe. Le tribunal peut donner la garde des enfants à une personne ou à plusieurs personnes. En général, la garde conjointe signifie que les deux parents se partagent la garde des enfants. Ils prennent conjointement toutes les grandes décisions à l'égard des enfants. La garde conjointe permet de nombreuses possibilités relativement au mode de vie. Les enfants peuvent partager leur temps à peu près également entre les résidences de chaque parent ou peuvent habiter avec l'un des parents pendant la majorité du temps. Troisièmement, la garde parallèle. Le tribunal peut accorder un pouvoir décisionnel différent à chacun des parents. Chaque parent prend des décisions sur différentes questions. Par exemple, un parent prend les décisions qui portent sur l'éducation des enfants, tandis que l'autre parent prend les décisions en ce qui concerne les soins de santé. Quatrièmement, la garde temporaire. Lorsque la question de garde n'a pas encore été décidée de façon finale, une garde temporaire peut être accordée à l'un des parents ou aux deux parents, soit par ordonnance de la Cour ou selon une entente temporaire conclue entre les parents. Et enfin, la garde partagée. Au fin du calcul de la pension alimentaire pour enfants, on parle de garde partagée lorsque chacun des parents a la garde ou des droits de visite pendant au moins 40% du temps. Qu'est-ce que le droit de visite? En général, le parent qui n'a pas la garde des enfants conserve le droit et la responsabilité de passer du temps avec eux et de s'informer sur leur santé, leur bien-être et leurs résultats scolaires. Le droit de visite est aussi appelé le droit d'accès. Le parent qui n'a que des droits de visite ne participe pas aux décisions importantes liées à ses enfants. Ce droit est réservé au parent qui a la garde. Quels sont les types de droits de visite? Il existe 3 types de droits de visite. Premièrement, le droit de visite donnant un accès raisonnable à l'enfant. Ce droit de visite ne fixe pas de conditions précises sur les visites. Le droit de visite et sa fréquence ne sont pas déterminés à l'avance et les parents peuvent donc établir leurs propres arrangements de visite. Deuxièmement, le droit de visite restreint. Le droit de visite restreint impose des conditions plus strictes sur les visites. Le droit de visite est prévu par une ordonnance du tribunal ou dans une entente entre les parents comme un accord de séparation. L'ordonnance ou l'entente prévoit l'horaire des visites. Par exemple, l'entente pourrait prévoir que l'un des parents a un droit de visite toutes les 2 fins de semaine, à compter du vendredi à 16 h jusqu'au dimanche à 18 h, ainsi que tous les mercredis de 16 h à 20 h. Troisièmement, le droit de visite surveillé. Le juge peut ordonner que le droit de visite soit exercé en présence d'une autre personne. Cette autre personne peut être un parent, un ami, un agent du centre de la société d'aide à l'enfance ou un travailleur social. Le juge accorde le droit de visite surveillé lorsqu'il y a lieu de craindre pour la sécurité des enfants ou l'un des parents. Aliénation parentale. L'aliénation parentale se décrit comme un phénomène dans lequel un des parents se livre à des comportements aliénants, influençant l'esprit de l'enfant afin de favoriser chez lui le rejet injustifié et la désaffection à l'égard de l'autre parent. Les 2 conditions suivantes doivent être présentes simultanément pour parler d'aliénation parentale dans une famille. Premièrement, un des parents utilise des comportements aliénants afin d'exclure l'autre parent de la vie de l'enfant, et cela de façon injustifiée. Deuxièmement, le processus entraîne une détérioration de la relation entre l'enfant et le parent ciblé, voire une rupture de la relation. Il est important de comprendre que l'enfant participe au phénomène d'aliénation parentale malgré lui. En effet, l'enfant peut croire que sa relation avec le parent ciblé est nuisible pour lui et observe des gains significatifs à être plutôt en alliance avec le parent aliénant.
Les problématiques d'aliénation parentale peuvent parfois s'apparenter aux problématiques de séparation conjugale. Cependant, ce sont deux phénomènes complètement différents. L'aliénation parentale est par exemple différente d'un conflit parental qui est juste un conflit entre les parents et dans lequel l'enfant est témoin. Si vous avez besoin de plus d'informations en droit de la famille, nous vous invitons à consulter les ressources présentées ci-dessous.